rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fait Croquer. À côté de moi, il y a Comics Guardian. Je suis très content qu'il ait accepté cette invitation. Bonjour, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Samir, et moi ça va très bien. Encore merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment très plaisir. Et je suis très heureux d'être là. Voilà, et on va dialoguer un petit peu, on va converser. Bon, tu vas faire un peu plus le travail que moi. Moi, je vais être beaucoup plus dans l'écoute. Mais je sais que voilà, tu questionnes le cinéma en général et un univers cinématographique en particulier. Ça m'intéresse. Je suis plus ou moins sensible à cet univers, donc c'est pour ça que ça m'intéresse encore plus, encore davantage. Donc c'est Fait Croquer pour celles et ceux qui viennent de découvrir cette chaîne. Il y a une émission Fait Croquer, il y a plusieurs interviews que m'ont accordé tout simplement des personnes qui questionnent le cinéma sur Internet. Alors il y a pour l'instant énormément effectivement de chaînes YouTube, mais aussi des revues de cinéma ou des blogs. Voilà, donc c'est ça Fait Croquer. Fait Croquer, ça veut dire tout simplement partage quoi, donne-en un peu. Donc Fait Croquer. Première question, c'est la question que je pose à tous mes invités, à savoir quelle est l'image marquante qui, selon donc l'invité, aurait un sens avec le cinéma qu'il apprécie aujourd'hui. Donc l'image marquante, ça peut être un extrait d'un film, certainement, mais ça peut être aussi une photographie, un tableau, un rêve, ça peut être même aussi quelque chose que tu aurais vu enfant, une image qui t'aurait marqué, mais en tout cas qui t'a accompagné dans ta construction vers une cinéphilie, ou voilà, vers un rapport à l'image en général. C'est quoi cette première image marquante, Guardian? Du coup, la première image marquante, j'ai beaucoup réfléchi parce que finalement cette question, c'est devenu un classique dans les Ah, émissions Fait ça me fait Croquer. plaisir, ça me Ouais, fait voilà, plaisir. c'est un classique. Euh, Au départ, moi, j'étais vraiment sorti du côté cinéma. J'avais vraiment réfléchi à la première image marquante de ma vie. Et j'avais ressorti le 12 juillet 98, la finale de la Coupe du Monde en France, puisque moi, je suis un grand fan de football et c'était l'événement qui m'a le plus marqué, le premier événement qui m'a marqué. Et ensuite, j'ai réfléchi plus d'un côté cinéma. Et c'est arrivé très tard pour ma part, parce qu'en fait, j'ai pas grandi forcément dans une famille. Enfin, mes parents sont pas des grands fans du cinéma occidental parce qu'ils sont pas européens. Enfin, je ne suis pas européen. Enfin, je suis français, mais j'ai des origines non européennes. Du coup, mes parents étaient pas forcément touchés par le cinéma occidental, le cinéma qu'on peut suivre le plus facilement en France. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps et je crois que c'était au collège. Je dirais que c'était à peu près en quatrième ou en troisième. Avec le prof de français, ça arrive parfois de faire des sorties au cinéma. Et je pense que la première image qui m'a marqué, c'est le film Shining. C'est vraiment ce film-là qui m'a ensuite donné envie de m'intéresser à des films peut-être plus anciens, parce qu'effectivement, j'avais j'avais l'habitude que mes parents m'offrent les différents Disney, comme tout le monde quand on est enfant. Mais vraiment, le premier film qui m'a fait sortir du cadre enfantin, si je peux l'appeler comme ça, c'est vraiment The Shining, qui est un film qui m'a marqué. Et ne serait-ce qu'avant l'image, c'est surtout la musique de début, avec cette espèce de plan, c'est pas un plan séquence, mais on suit pendant longtemps la voiture de Jack qui va vers l'hôtel. Et cette musique que je trouve hyper forte, alors que les notes sont très simples, mais elle est hyper intrigante, elle est hyper stressante comme musique. Et c'est vraiment la première image marquante, ouais, c'est ce plan large avec la voiture qui se dirige vers l'hôtel. C'est cette image-là qui m'a marqué. Ce film t'a fait finalement promettre que tu vas devenir très très vite un adulte. Ouais, en fait, c'est à la base, comme je le disais, donc mes parents m'ont pas forcément montré de films comme ça peut être le cas pour d'autres enfants, hormis les Disney, je veux dire des films en prise de vue réelle. Voilà, je vais appeler ça comme ça. Donc moi, c'était un peu le premier, c'est pas le premier, mais ça faisait partie des premiers films que mes parents ne m'avaient pas conseillé, que j'avais vu dans le cadre de l'école, parce que concrètement, en dehors de l'école, je serais certainement jamais tombé sur ce film-là à ce moment-là, ou alors bien plus tard. Et, et oui, du coup, il m'a marqué.
Et en fait, il me suit depuis toujours, ce film-là. C'est-à-dire que des fois dans ma vie, j'ai souvent des références à ce film. Déjà, je le regarde très souvent. Je pense que je dois le regarder 2-3 fois par an. Mais surtout, par exemple, je sais pas, quand je suis dans un hôtel, je pense à ce film-là. Quand je suis devant des portes d'ascenseur, ben, j'ai toujours l'image du sang qui déferle. Voilà, c'est un film qui me suit. Même, je sais pas, quand je vois un petit vélo, je pense au petit Danny qui se balade en vélo dans l'hôtel. Là, enfin, avec ma compagne, on a un appartement et en fait, dans les couloirs, c'est de la moquette rouge. Et le premier truc que j'ai dit à ma femme, c'est ah mais c'est incroyable, on se croirait vraiment dans l'hôtel du film Shining. Donc c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et oui, c'est certainement celui qui m'a fait passer à l'âge adulte, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Restons sur le cinéma, j'entends bien, vraiment sur le cinéma. Et pardonne en même temps mon indiscrétion, tu as dit quelque chose qui m'intrigue et qui m'intéresse. Tu disais, mes parents, on n'avait pas l'habitude de voir des films occidentaux. Quels étaient les films que tes parents voyaient et qui peut-être t'ont passé aussi, t'ont transmis? C'était quel genre de film? De quel Euh, continent? ouais, c'est surtout des films du continent africain pour la plupart, parce que D'accord, moi je suis d'origine africaine d'accord, et du Maghreb plus principalement. d'accord, ok. Et en fait, mes parents sont venus en France à ma naissance, donc n'ont pas forcément eu accès, enfin dans les années 80, eux ils ont grandi dans les années 70, 80, début des années 90 en Algérie. D'accord. Et du coup, ils n'ont pas forcément eu accès aux films que les Européens pouvaient voir en France ou aux États-Unis. Enfin, pas les Européens aux États-Unis, mais en gros, le cinéma occidental n'était pas aussi développé au Maghreb dans ces années-là qu'il pouvait être en France, par exemple. Donc, du coup, eux, leurs références, c'est pas du tout les mêmes références que peuvent avoir des Occidentaux. Alors, moi, je me souviens très bien, c'est des films algériens, des films marocains, des films parfois même égyptiens. Et en fait, ben, quand on est enfant, parce que moi j'ai grandi en France, et quand on est Mhm. enfant, c'est pas un truc c'est pas le truc qui m'a tiré en premier en fait. C'est-à-dire que le regard que j'en avais quand j'étais petit, c'est bon, c'est les films de papa, maman, c'est des trucs un peu vieillots, c'est pas un truc qui va m'intéresser. Moi, je suis plus attiré par Hollywood qui me sort des effets spéciaux dans tous les sens, plutôt que des films plutôt bah, pas à très gros budget, on va dire. Voilà, c'est pas des trucs qui m'intéressaient. Donc oui, mes parents, même aujourd'hui, ils sont pas très fans, mais je peux le comprendre, ils sont pas du tout fans du cinéma que moi je regarde. Et ils continuent de regarder les films et les séries qui les ont marqués à l'époque, et celles qui continuent d'exister, mais vraiment du côté oriental. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est plutôt la Turquie. Ils Ouais. regardent beaucoup de séries turques, les téléfilms sur les chaînes marocaines sur les chaînes des Émirats, par exemple. Donc voilà, c'est plus ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es adulte, est-ce que l'idée de revenir un peu en arrière pour voir un peu cette cinématographie, peut-être d'avoir un autre point de vue sur cette cinématographie, vu que tu n'as plus les yeux d'un enfant, mais tu es maintenant devenu adulte, est-ce que parfois ça te traverse l'esprit de te dire, tiens, pourquoi ne pas regarder un peu derrière moi et m'intéresser un peu à cette cinématographie que je ne connaissais pas, que j'ai un peu rejetée parce que j'étais beaucoup plus sensible à une autre manière de faire du cinéma, ce que je peux comprendre aussi, et c'est normal. Est-ce que cette question-là, parfois, elle vient te bousculer la tête? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus compliqué parce qu'il y avait déjà la barrière de la langue, c'est-à-dire que je comprenais pas, Oui, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas forcément ce que racontaient les acteurs à l'écran. Donc, il y avait déjà une énorme barrière qui il n'y avait pas de m'empêchait de, sous-titres. Il n'y avait voilà, pas de il y avait déjà sous-titres. une énorme barrière qui m'empêchait de m'investir dans ces films-là. Ensuite, en grandissant, j'ai appris à parler l'arabe, donc Mhm. je comprends maintenant ce que disent les gens. Mais effectivement, j'ai essayé par moments, c'est-à-dire que quand mes parents regardaient des films, plus tard, on va dire, entre mes 16 et 20, entre 16 et 20 ans, j'ai commencé à vouloir, je me suis assis avec eux, essayer de regarder, mais c'est vrai que les codes sont différents et c'est pas un truc qui me parle. En fait, j'ai plus été, comment dire, je suis plus touché et c'est assez bizarre au final, mais je suis plus touché par des films qui peuvent être réalisés par des Français et qui traitent de l'Algérie, par exemple, ou du Maghreb. Je pense à Mhm. des films de guerre, notamment, qui vont plus me parler, alors que
que c'est pas du tout fait par des Algériens ou des Maghrébins parfois, mais ça va plus me parler parce que ça respecte plus les codes du cinéma que moi je connais, Mhm. ou alors même des comédies. Je pense notamment à un film qui m'a beaucoup suivi, c'est Il était une fois dans l'Oued, où avec il y a beaucoup de c'est une comédie, mais il y a beaucoup de clichés et ça me fait rire parce que ça me rappelle en fait comment dire mes vacances où en gros bah, j'étais dans la peau un petit peu de l'acteur, en fait un immigré, c'est-à-dire bah, quand on est en Algérie, finalement on est algérien, mais quand on est en Algérie, on est appelé l'immigré, puis quand on est en France, on est appelé aussi l'immigré parce on est algérien, donc on ne sait pas trop où se placer, et ça me faisait rire ce côté-là, mais c'est vrai que je devrais m'intéresser un peu plus aux vieux films, si je peux appeler ça comme ça, que mes parents regardaient, mais j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas encore fait vraiment l'effort, on va dire. Alors, tes parents, si j'ai bien compris, ne sont pas les véritables passeurs. Il y a cet épisode fascinant où tu découvres Shining via donc un prof. C'est un peu le passeur, le premier passeur. Est-ce que il y en a eu d'autres ou alors simplement, est-ce que c'est le cinéma, tu y es entré de manière autodidacte, seul, découvrant, apprenant coup par coup? Alors, le cinéma au sens large, j'ai quand même fini par l'appréhender moi-même, à apprendre à être curieux par moi-même. Ensuite, il y a des films plus intimistes, qui pour moi à l'époque étaient plus intimistes. Et je pense notamment à, bah, c'est encore un prof d'ailleurs, c'était en première, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui Ouais. m'avait fait découvrir, je crois que c'est un film de De Palma, où c'est un chanteur qui est défiguré, j'ai oublié le nom du film, Oui, c'est le Paradise, Phantom c'est of the c'est- Paradise, un truc c'est dans le ça. genre. Voilà. Par exemple, ce film-là, je ne l'aurais pas découvert par moi-même, et c'est grâce à ce prof-là que je l'ai découvert. J'ai beaucoup aimé ce film, mais après, plus globalement, ouais, c'est moi qui ai été chercher moi-même les films que j'avais envie de regarder. Par exemple, si j'avais aimé Shining, bah, j'ai été voir ce qu'avait pu faire Kubrick comme autre film. Brian De Palma, pareil. Puis après, j'ai été touché par les super-héros et du coup, je me suis beaucoup plus intéressé à ce cinéma-là. Mais ça m'a pas empêché ensuite d'aller explorer d'autres univers cinématographiques. Quel genre de cinéphile tu étais à l'époque? Enfin, quel genre euh, de spectateur tu étais quand tu as commencé à endosser le costume de cinéphile? C'était comment tu t'organisais parce que c'est un métier cinéphile hein, quand on y pense bien, un métier non officiel, officieux. Mais comment tu t'organisais et c'était quoi ta cinéphilie? En fait, et je pense que je suis resté le même au final, j'ai pas beaucoup changé. C'est que moi, quand je regarde un film, j'ai pas ce côté technique que peuvent avoir certaines personnes qui vont vraiment, pendant qu'ils regardent le film, réussir à distinguer ouais, des choix de lumière, des choix de plans, des choix de formes, enfin, des choix des paysages et compagnie. Moi, je dirais plutôt que je suis comment dire, guidé par l'émotion, ce que je vais ressentir. En fait, Hmm. c'est pour ça que je n'aurais pas fait un bon critique de cinéma, parce que les critiques de cinéma, il y a effectivement le côté émotion, ce qu'ils ont ressenti en regardant le film, mais il y a aussi une partie technique, c'est-à-dire, voilà, et il a choisi de prendre ce cadre-là, il aurait plutôt dû faire ça pour que ça rende mieux, la composition de l'image aurait été plus sympa et tout ça. Moi, j'ai pas ce côté-là. Moi, je suis vraiment guidé par l'émotion. Et en fait, je pense que ça me plaît parce que quand je rentre dans une salle de cinéma, en fait, je fais le vide et je suis pas en train de me dire, ah, il faut que je fasse attention à ce qu'il a choisi de faire. Il faut que je fasse attention peut-être à ce petit détail-là. Ça veut peut-être dire quelque chose. Aujourd'hui, quand je fais mes vidéos sur les films Marvel ou les séries, ça m'arrive de détecter des clins d'œil aux comics, par exemple, et ça me fait plaisir. Mais je suis pas dans le côté technique à me dire, ouais, il a utilisé telle caméra, il a utilisé tel truc. C'est vraiment pas mon objectif. Moi, je suis vraiment savoir si le film m'a touché ou non. Voilà, c'est surtout ça. D'accord. Alors, déjà, première question par rapport à ce que tu es. Le rapport que tu entretiens avec ta chaîne YouTube, tu assumes pleinement le fait que tu sois un personnage de fiction. Ne serait-ce que déjà par rapport au masque. J'imagine que tu portes un masque pour que, pour pas qu'on te reconnaisse finalement. Moi, ouais, en fait, je l'ai expliqué dernièrement dans une de mes FAQ.
C'est-à-dire D'accord. effectivement, c'est une des questions qui revient le plus souvent. Pourquoi le masque? Pourquoi tu portes un masque, etc. Je l'ai expliqué, c'est parce qu'en fait, moi, je suis journaliste et que je Mhm. travaille dans l'audiovisuel enfin, et dans la télé, très clairement. Et en fait, il m'arrive parfois de passer à l'antenne et du coup, j'avais vraiment envie de faire le distinguo entre Mhm. ma vie professionnelle et ma vie sur YouTube que je considère pas comme professionnelle parce que j'ai pas pour objectif de devenir YouTuber comme on peut appeler ça, mais c'est vraiment juste un kiff partager ce que j'aime et j'avais vraiment envie de faire le distinguo entre les deux. Alors après je dis pas qu'un jour je retirerai pas le masque, peut-être que je le retirerai et d'ailleurs c'est marrant parce que des fois je reçois des commentaires qui me disent ah mais c'est bizarre, j'ai entendu un reportage et le mec avait exactement la même voix que toi, est-ce que ce serait pas toi et tout. Du coup, c'est marrant et ça m'est même arrivé pour le match de Ligue des Champions hier entre Dortmund et Séville. J'avais fait un reportage sur un des joueurs de Dortmund et j'ai reçu un message me disant ah mais c'est bizarre, le mec avait exactement la même voix que toi. Donc je pense que finalement un jour je vais le retirer puisque voilà il y a plein d'indices qui font comprendre qui je suis au final. Mais pour l'instant ça me fait rire et le côté avec le masque que j'ai fait moi-même en découpant des petits dessins de comics et tout, je trouvais ça marrant. Alors pour l'instant je le garde. C'est quoi, selon toi, les caractéristiques? Et là, tu n'es pas obligé de, enfin, parle avec l'émotion, parle avec ton cœur, hein. C'est quoi les caractéristiques d'un bon film de super-héros, entre parenthèses, si tant est le super-héros est un genre cinématographique? En fait, pour moi, c'est hyper simple. Un bon film de super-héros, c'est un film qui va pas se prendre forcément la tête, c'est-à-dire qu'il va pas essayer d'être quelque chose qu'il n'est pas, c'est-à-dire, enfin, moi, pour moi, les films de super-héros sont issus des comics. Et Mhm. quand moi je lis un comics, j'ai pas trop envie de me prendre la tête à essayer. Par exemple, il y a des auteurs de comics que j'aime pas parce qu'ils sont en fait, ils essayent de te montrer qu'ils sont intellectuels, quoi. Et parfois, ça sert pas forcément le récit parce que tu comprends rien à ce qu'il est en train de raconter. Et en fait, pour moi, les films de super-héros, j'essaye de retrouver ce qui me plaisait dans les comics, c'est-à-dire de voir en fait les pages de comics s'animer à l'écran. Et ce qui me plaît, c'est de retrouver, je sais pas, de voir les costumes en taille réelle, de ressentir de l'émotion quand ils reprennent quasiment case par case ce qui se passe dans un comics pour l'adapter dans un film et ressentir la même émotion pardon, que quand moi je l'ai lu dans le comics. Et surtout, j'ai envie que ce soit divertissant. En fait, j'ai pas envie de m'ennuyer en sortant de la salle de cinéma et de me dire ah ouais, franchement, je me suis ennuyé parce que quand ça m'arrive, quand je lis un comics, bah, je reviens pas sur ce comics-là plus tard. Donc ça voudrait dire que je ne regarderai pas à nouveau le film que je viens de voir si je me suis ennuyé. Donc vraiment, quand je regarde un film de... Après, il y a quelques règles à respecter, c'est-à-dire essayer de rendre le super-héros, il y a un mot qui revient souvent, c'est iconique, c'est-à-dire lui faire prendre des poses qui, dans les comics, font que ce personnage est ce personnage. Par exemple, je sais pas, quand Spider-Man se balance entre des buildings à New York, le fait qu'il ait les jambes écartées, qu'il soit un peu tordu, ou quand il atterrisse, il se positionne d'une telle manière, ça rappelle le personnage et ça le rend iconique. Ou par exemple, le personnage de Thor, le faire arriver et qu'il ait les yeux blancs avec des éclairs derrière lui. Voilà, pour moi, c'est ça, rendre un personnage iconique. Et ouais, non, surtout, en fait, j'ai envie que quand je vois un film de super-héros, ressentir la même émotion que j'ai pu avoir en lisant certains comics. Mais le fait d'en faire un élément central dans ton rapport au cinéma, est-ce que ça peut aussi te faire, comment dire, te faire oublier ou de passer à côté de d'autres formes de plaisir cinématographique qui existent et qui sont autour de toi? Euh, C'est-à-dire exactement ce que C'est-à-dire par exemple, le fait de toujours questionner c'est comme si moi je ne faisais que cela, de questionner le western et de me dire qu'il y a quelque chose qui est autour de moi et que je ne veux pas voir parce que je reste sur ce genre-là et plus tard avoir des regrets d'être passé à côté de pas mal de formes de plaisir, de formes de jouissance liées à des genres. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait peut-être arriver ou tu Alors, t'en fous? non, en fait, c'est pas que je m'en fous, c'est juste que sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé de parler de ces films-là, c'est-à-dire des films de super-héros, des adaptations en série, etc.
Après, en dehors de ma chaîne YouTube, je regarde plein d'autres films. C'est-à-dire que je ne regarde pas exclusivement des films de super-héros en dehors de ma chaîne. Ma chaîne YouTube, je ne parle que de ça parce que c'est quand j'ai créé ma chaîne, c'est de ça que je voulais parler et c'est ça que je voulais partager. Mais en dehors, il m'arrive de regarder plein d'autres films. Hein. Avec, ma femme, elle en aurait marre. Hein, si tous les week-ends on regardait que le MCU, elle me dirait bon bah t'es bien sympa, mais tes super-héros, tu vas les laisser de côté. Et non, je regarde plein d'autres trucs. J'aime beaucoup les thrillers. J'aime bien dès qu'il y a un peu d'enquête et tout ça. Non, je regarde plein d'autres films. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que ce genre cinématographique, pour toi, ça redonne un véritable sens dans l'image, dans le rapport au plan, dans le rapport au cinéma. C'est ce genre cinématographique qui te redonne du sens. En fait, pour moi, je sais même pas si on peut dire que c'est un genre. En fait, c'est du cinéma, quoi. C'est-à-dire que les films de super-héros, c'est pas film de super-héros. Il y a plein de trucs dans les films de super-héros. Il y a des films d'aventure, il y a des films d'espionnage, il y a des films de science-fiction, il y a des films un peu plus horrifiques, entre guillemets. Donc il y a vraiment tous les styles qui sont mélangés dans les films de super-héros. C'est juste que le personnage principal est un super-héros, mais au final, l'histoire qu'il raconte et le thème qui va être développé, ça peut être un thème qui peut être développé ailleurs. Je pense par exemple à WandaVision, la série qui a été Mmh. diffusée sur Disney+. Bah, Ouais. effectivement, le personnage principal est une super-héroïne, mais derrière, l'histoire qui est racontée, c'est le deuil de ce personnage-là, c'est comment elle accepte que sa famille ait disparu, que sa famille soit morte, pour ensuite réussir à avancer. Et finalement, le traitement du deuil, on l'a vu ailleurs que dans des films de super-héros. Et du coup, le personnage du super-héros est vraiment juste là pour être le personnage central et la personnification de ce truc-là. Mais au final, les thèmes abordés sont les mêmes que dans d'autres films. Est-ce qu'on peut dire que dans la manière d'adapter un comics, dans l'histoire du cinéma, il y a eu plusieurs niveaux, plusieurs strates. Par exemple, quand je vois dans les années 80, début 80, il y avait comme ça des possibilités. Et quand on revoit ces possibilités-là aujourd'hui, elles ont vachement mal vieilli. Et ensuite est arrivé Tim Burton. Tu me coupes la parole si je dis des conneries, mais avec les Batman. Et là, on voit quelque chose de fascinant. Puis arrive Sam Raimi avec Spider-Man. Puis il y a plein de choses, puis il y a Christopher Nolan avec les Batman. Et là, récemment, j'écoutais un live dans lequel Merej, d'ailleurs, s'il voit cette vidéo, on le salue, qui disait en gros qu'il manque quelque chose maintenant aux adaptations cinématographiques de comics, c'est derrière la caméra qu'il y a un auteur, qu'il y a un regard. Auteur, pour moi, c'est regard. Qu'il y a un véritable regard, comme on a pu le voir, par exemple. Ça, c'est pas ce qu'il disait là. C'est moi qui rajoute ça. Il disait par rapport à Burton, ou à Rémi, ou même à Nolan, quand même pas, mais il y a un regard. Ou quelques rares cinéastes qui ont questionné comme ça le comics. Et il disait, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a plus, il y a pratiquement plus. Et c'est dommage. À part Zack Snyder, qui est aussi, qu'on Mm. aime ou qu'on n'aime pas, mais il y a quand même un putain de regard. Il y a un style. Moi, je suis pas très Ouais. partisan de Snyder, mais c'est un cinéaste. Ça, on peut pas le renier. Est-ce que, déjà, d'une part, est-ce que réellement il y a eu comme ça des évolutions dans l'adaptation des comics dans l'histoire du cinéma depuis maintenant 40-50 ans, petit 1. Et petit 2, la question du regard derrière la caméra, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Alors, en fait, moi j'ai l'impression souvent, c'est qu'on en revient toujours à cette phrase où du c'était mieux avant. En gros, peut-être que dans 20-30 ans, on dira ah ouais, les films de 2050, il n'y a pas de vision et tout, alors que tu as vu dans Avengers Endgame, les frères Russo avaient vraiment une vraie vision, une vraie patte et tout. Et c'est un peu la sensation que j'ai, c'est-à-dire effectivement, Richard Donner avec son Superman, Burton avec Batman, Sam Raimi, Bryan Singer avec les X-Men. On X-Men, j'ai oublié, c'est vrai, voilà, tu as on raison. pouvait se dire, oui, effectivement, il y a une patte, il y a vraiment un regard, une plus-value, le mec apporte quelque chose. C'est vrai. Et aujourd'hui, par exemple, Zack Snyder, c'est complètement, c'est exactement ça, Zack Snyder. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a vraiment sa patte à lui. Et quand on voit des plans, on reconnaît que c'est Zack Snyder. Et Mhm. là où je suis assez d'accord, c'est-à-dire que ben, le MCU, le fait d'avoir un univers partagé et que ce soit finalement devenu, comment dire, c'est devenu une industrie. En fait, c'est comme de la grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a un film tous les 3-4 mois. Et ben peut-être que le fait que les films soient plus regroupés et qu'il y ait un univers partagé,
ça ne laisse pas une grande liberté aux réalisateurs qui travaillent sur ces films-là, et que parfois on les appelle des yes man, c'est-à-dire des mecs qui vont dire oui directement au studio. Voilà, Kevin Feige te dit de faire ça, tu fais ça et tu te tais et t'apportes aucune patte dans ce que tu veux faire. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir ce que Sam Raimi va pouvoir faire puisqu'il est de retour chez Marvel, voir ce qu'il va pouvoir faire sur Doctor Strange 2, puisque c'est lui qui sera derrière la caméra. Donc ça va être intéressant de voir au final, est-ce que ce qu'on aimait chez Sam Raimi dans ses Spider-Man, est-ce qu'il va réussir à nous le faire revivre dans Doctor Strange, ou alors est-ce que maintenant l'évolution des studios et le fait que il faut respecter certaines choses, il ne faut pas trop sortir de la route et compagnie, est-ce que ça va l'empêcher de donner sa vision? Là, je pense que ce sera vraiment un bon exemple, parce que voilà, on parlait de Sam Raimi qui pour beaucoup de monde a fait un super travail sur les Spider-Man. On verra si du coup avec Doctor Strange on retrouvera le Sam Raimi qu'on a connu début des années 2000, ou alors si vraiment le film de super-héros, comme tu le disais tout à l'heure, est vraiment voué à être un truc, je dirais pas sans saveur, parce que ça c'est surtout les détracteurs qui diraient ça, mais un truc plus conventionnel, quoi, où il n'y a pas vraiment de surprise autre que dans le scénario. Au niveau de l'image, finalement, effectivement, ça se ressemble assez, excepté quelques réalisateurs dont on a donné les noms. Visuellement, ça se ressemble assez. Donc, moi, j'attends de voir, mais voilà, moi, le seul truc qui me dérange un peu, c'est de dire, de toujours revenir au côté, ouais, c'était mieux avant. Alors, ouais, peut-être que c'était mieux avant, mais dans 20 ans, peut-être que Endgame, on dira aussi que c'était mieux que ce qu'on voit actuellement, en 2050, je sais pas. Donc, voilà. Moi, je trouve pas. C'est-à-dire que moi, quand je regarde un film de super-héros, j'ai ce que je veux. Alors oui, il y a des petits trucs parfois qui me dérangent, mais j'ai ce que je veux. J'attends pas des trucs non plus exceptionnels en termes de patte d'auteur. Et qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux? En fait, moi, j'attends de passer. En fait, moi, en tant que fan de comics, j'attends deux choses. J'attends de passer un bon moment et, comme je le disais tout à l'heure, ressentir la même chose que ce que je ressens quand je lis des comics, c'est-à-dire de m'attacher au personnage, d'être triste quand il lui arrive des mésaventures, d'être heureux quand il rencontre des succès, et aussi de retrouver cette imagerie des comics. Et ça, pour le coup, Zack Snyder le fait très bien. C'est-à-dire que dans toutes les adaptations qu'il a pu faire, de Watchmen en passant par 300 et aujourd'hui avec son Snyderverse chez la Warner, vraiment, quand on regarde les images de Snyder, c'est vraiment des planches de comics. C'est juste des planches animées au final, mais c'est des planches de comics. Et Watchmen, c'est exactement ça. Aquaman de James Wan, c'est exactement ça aussi. Il y a des images, ça renvoie clairement à des pages de comics. Donc moi, quand je vois ça, je suis hyper heureux et ça me fait plaisir. Et surtout, retrouver du coup ces sensations-là. Et même dans Endgame, toutes les références aux anciens films. En fait, moi, je suis très au niveau des sentiments. Et du coup, quand j'ai aimé un film et qu'on me fait un clin d'œil au film que j'ai aimé, qu'on me dit, regarde, on t'a pas oublié, toi, le fan de Marvel qui est là depuis le début, regarde, on te fait un clin d'œil à ce qui s'est passé il y a 10 ans et on te le remet maintenant. Et en fait, moi, ça me parle. Donc, peut-être que je suis moins, du coup, regardant sur l'aspect plus technique, peut-être. J'aurais dû te poser cette question-là en amont. Comment t'as rencontré l'univers comics, l'univers des Marvel, enfin l'univers des comics? Ça s'est passé à quel âge et comment ça s'est passé? Et j'imagine tu t'en es jamais relevé. Non, en fait, moi j'ai d'abord connu, le premier truc qui m'a mis une claque, c'est donc le X-Men de Bryan Singer en 2000. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a mis une vraie claque avant de lire des comics. Et ensuite, moi à la base, je savais même pas que c'était des personnages issus de comics. Moi, pour moi, les super-héros, c'était des super-héros, ils étaient dans les films et basta, quoi. C'était rien d'autre que ça. Et puis j'avais un ami à moi, un copain avec qui j'étais en primaire, et chez qui j'allais parfois les après-midi, ou parfois lui venait dormir chez moi ou moi j'allais dormir chez lui. Il avait un grand frère et lui lisait des comics. Moi je savais pas ce que c'était. Et un jour j'en ai pris un, j'ai feuilleté et ça m'a plu tout de suite. Et depuis ce jour-là, je pense que c'était quoi? C'était vers peut-être entre 10 et 12 ans, quoi. Si, un truc dans le genre. Et depuis que j'ai lu ça, j'ai adoré en fait. J'ai pu lâcher. Mais vraiment, le truc qui m'a mis une première claque avec les super-héros, c'est vraiment le X-Men de Bryan Singer. Et il y a tort. Quand on regarde tes vidéos, il y en a un qui est au-dessus de tout.
Moi, j'aimais bien le surfeur d'argent à l'époque, mais Ah oui, très très bien. voilà, c'était un personnage que j'aimais beaucoup. Voilà, là, je viens de faire une confidence parce que la plupart des gens qui me suivent quand je vais dans un live me disent, ils pensent que j'aime pas les Marvel, tout ça, mais ils se trompent lourdement, ça ne leur parle pas beaucoup. Mais le surfeur d'argent, j'aimais beaucoup. Bref, je ferme la parenthèse. Thor, Très très belle là, d'ailleurs. D'ailleurs, le surfeur d'argent, très très belle couverture. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, mais il y a une très belle couverture de comics où il y a le surfeur d'argent qui est en train de foncer sur Thor. Et du coup, elle est il magnifique. faudrait que je la retrouve, faut Ouais. que je revoie ça sur Internet. Ah, elle est magnifique. Il faudrait que je revoie ça. Je vais voir ça. Mais j'avais été très très déçu Ah, les ouais, adaptations. ouais, pas trop, pas trop. Enfin, mais il faut absolument que tu m'expliques ce rapport que tu as avec Thor, qui est un rapport. Enfin, je sais même plus. On devrait utiliser un autre mot. Le rapport, c'est un mot faible. Un autre mot avec, c'est quelque chose de très très fort. Bah, Pourquoi? je dirais qu'il y a ma femme, là, et il y a Thor. Je rigole. Alors, on va recommencer. Je vais monter ça. On va recommencer. Il y a Thor et il y a ma femme. Oh là Non, là. en fait, Avec l'alliance au bout du doigt. Ça, c'est une belle image, je trouve. non, la passion pour Thor, elle est venue en lisant des comics, effectivement, parce que Ouais. Thor, quand on commence à lire des comics, c'est peut-être pas le perso le plus populaire, donc c'est venu plus tard. Mais en fait, moi, j'ai toujours été passionné, et ça, je remercie d'ailleurs ma prof d'histoire je crois que c'était en sixième, si je dis pas de bêtises. Et en fait, j'ai toujours été passionné de mythologie. Ça a commencé avec la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, et puis au fur et à mesure, j'ai connu d'autres mythologies, notamment la mythologie nordique. Mhm. Et en fait, je me souviens très bien, d'ailleurs, moi j'étais tellement un fan de mythologie, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques années, tu avais des magazines que tu pouvais acheter dans les tabacs, où en fait, Mhm. chaque semaine, tu avais une figurine d'une divinité égyptienne. Et après, tu sais, c'était un abonnement, tu avais le premier Oh, je numéro connaissais à, pas ça. Non, t'avais le premier numéro à 1 euro, puis après, au fil des semaines, ça a augmenté. Et je me rappelle que dans ma chambre, j'avais une étagère pleine avec toutes les divinités égyptiennes. Donc, moi, j'étais très fan de ça étant plus jeune. Et en fait, j'ai appris du coup à découvrir la mythologie nordique. Et j'aimais beaucoup. Et en fait, quand j'ai commencé à lire des comics, j'ai vu qu'il y avait un personnage qui était finalement une adaptation, une réécriture de cette mythologie. Et j'ai commencé à le lire et j'ai adoré. C'est-à-dire que de retrouver Thor, de retrouver ses compagnons, de retrouver les autres dieux, Odin notamment, et de retrouver plein de personnages que j'avais découverts via ma passion pour la mythologie, sur papier, sur un média que j'appréciais déjà, et de les retrouver et de voir des aventures épiques. Parce que peut-être qu'au cinéma, au cinéma, c'est assez mitigé mon rapport avec Thor, mais en comics, c'est vraiment épique. C'est tout ce que j'aime. C'est une divinité comme on peut imaginer une divinité, c'est-à-dire au-dessus des hommes, capable de protecteur des hommes, qui est vraiment dans des intrigues divines, c'est-à-dire il va pas se battre contre je sais pas, le voisin qui est pas content parce qu'il est en train de tondre sa pelouse un dimanche après-midi. Il se bat vraiment contre d'autres divinités, contre des monstres légendaires. Et moi, je trouvais ça hyper épique. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage. Quand on regarde l'intitulé de ta chaîne YouTube, ça s'appelle Comics Guardian. Tu l'avais expliqué dans les FAQ pourquoi tu avais appelé ça Comics Guardian. Il y avait un lien sur le fait que tu conserves quelque chose, tu gardes, voilà, il y a ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que entre le mot comics et le mot cinéma, tu as préféré le mot comics. Ouais, parce qu'au final, c'est le produit de base, en fait. C'est la matière première. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les comics, il n'y a pas le MCU. S'il n'y a pas les comics, il n'y a pas tous les films de Donner, tous les films de Burton, tous les films de Singer, tous les films de Rémi. En fait, s'il n'y a pas les comics, il n'y a pas tout ça, en fait. Donc, pour moi, la matière première, c'est vraiment les comics, même si j'adore le cinéma et aujourd'hui, je consomme beaucoup, beaucoup de cinéma et beaucoup de séries. Mais la matière première, ça reste le comics. Si demain les comics s'arrêtent, bon, ils pourront toujours adapter les personnages. Mais si demain Marvel ou DC d'ailleurs, décide de dire au studio, c'est terminé, vous utilisez plus nos personnages, bah, il y aura plus de films. Donc en fait, tout est derrière les comics.
Donc Et moi, mais c'est pour ça. ce qui est encore plus drôle, c'est que lorsque tu parles, tu en as parlé très peu, mais quand tu parlais de plans comme ça, de films, tu utilisais aussi le langage des comics. C'est ça qui était très Ouais, drôle aussi. ouais, les planches, ouais, mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que C'est les marrant. cases, les planches, ouais, c'est exactement ça. Et je pense maintenant, effectivement, et c'est très bien, les réalisateurs parfois réadaptent à leur sauce les histoires des comics, et ça peut parfois énerver certains fans hardcore qui disent, bon, je reconnais pas mon personnage dans ce qu'ils viennent de faire avec et tout. Je peux le comprendre, mais ça fait plaisir de voir, comme je disais tout à l'heure, un mec comme Zack Snyder on aime ou on n'aime pas les histoires qu'il raconte, mais visuellement, on est dans un comics. Enfin, 300, moi, quand j'ai vu 300, bah, c'était une claque. En fait, 300, c'est un comics animé. Watchmen, c'est un comics animé. Et son Snyderverse, que ce soit Man of Steel, BVS et tout, bah, c'est des comics animés, en fait. Donc, et ce qui est marrant, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est quand on voit des scènes qui sont tirés quasiment au trait près des comics. Donc moi, ça me parle vraiment. Comment tu vois maintenant l'évolution de ta chaîne? Alors, nous traversons une situation un peu complètement extraordinaire qui va se terminer, je l'espère, nous l'espérons assez rapidement. Est-ce que tu as réfléchi à ça, te dire, bon, il y a un truc qui se passe, on va peut-être profiter de cette occasion-là pour réfléchir autrement à l'évolution de ma chaîne, même si tu nous disais que elle n'avait pas un objectif extrêmement professionnel, c'était juste parce que tu t'éclates dans ce registre-là et que tu as envie de transmettre, partager cette passion indéfectible pour le comics et pour les adaptations cinématographiques de comics. Mais quand même, est-ce que ça tu y as pensé et si oui, comment tu la vois plus tard maintenant cette chaîne dans quelques mois? Euh, dans quelques mois, en fait, moi, en fait, je me suis fixé quelques défis sur ma chaîne. C'est-à-dire que bah, le premier défi, c'était déjà de réussir à fédérer autour de ma passion, parce que quand on se lance sur YouTube, ben, il y a tellement de monde, tellement de personnes, surtout qui parlent de super-héros, de Marvel, qui est un truc hyper populaire. C'était pas sûr de ne pas être noyé dans la masse et de réussir à fédérer autour de ce qu'on voulait dire. Donc moi, déjà, je suis très content de l'évolution qu'a ma chaîne. Là, aujourd'hui, j'ai passé quasiment à 1500 abonnés. Enfin, moi, j'y pensais même pas. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à faire et je remercie les gens de me suivre et les commentaires sont toujours très sympas. Après, j'avais un autre objectif, c'était d'essayer d'allier mes deux passions qui sont du coup bah, le journalisme, qui est mon métier, et Mhm. ma passion pour les comics et les super-héros. Et en fait, je voulais faire un documentaire sur les super-héros, mais en utilisant mes compétences de journaliste. Et j'avais prévu de faire ça en 4 épisodes. Pour l'instant, j'ai pu en sortir qu'un seul, malheureusement, avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Mais je suis très fier de ça parce qu'en fait, je sais plus combien de temps dure l'épisode, je crois que c'est 26 minutes à peu près. Mais en gros, j'ai réussi à allier les deux, c'est-à-dire que j'ai interviewé des gens, je me suis rendu sur place, interviewer les gens. J'ai d'abord cherché ces gens-là, ensuite j'ai fait tout un travail de recherche en amont même, avant d'aller faire les interviews, pour essayer En fait, ce que je voulais faire, c'est ne pas mettre de voix off. Je voulais vraiment que ce soit les intervenants qui racontent l'histoire, sans que moi j'ai à intervenir. Donc en fait, ça c'était vraiment un gros défi. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps. Je l'ai sorti, j'en suis très content. J'espère pouvoir faire la suite. Et ensuite, dans un avenir proche, bah, j'espère que les cinémas réouvriront parce que c'est toujours plus sympa d'aller voir notamment les films de super-héros au cinéma. C'est quand même beaucoup plus immersif. Et dans le futur, après, je tire pas vraiment de plan sur la comète. Je sais pas du tout jusqu'où ira la chaîne. Plus elle grandit, mieux c'est. J'en serais très content, mais je ne sais absolument pas. Enfin, je tire pas de plan sur la comète, quoi. Est-ce que tu as posé quelques jours de RTT aux alentours du 18 mars comme ça? Non, même pas. Moi, comme tu peux le voir, mes couleurs c'est plus Marvel que DC. Oui, Mais mais bon, non, non, mais là on dépasse. Non, 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 on mais dirait PSGOM, c'est pas possible ça. c'est vrai. Le mec, il est né à Paris comme moi, qui était pour l'OM, et que les gens comprenaient pas. Mais attends, t'es fou, quoi. Non, effectivement, bah, comme tout le monde, enfin, je vais le regarder. J'achèterai quand il sortira, je vais le regarder. Mais je fais pas partie
des fans hardcore de ce que fait Snyder. Ouais, Visuellement, j'aime beaucoup. Après, j'ai plus de mal avec sa narration. Mais visuellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je le regarderai parce que je suis un fan de super-héros et je regarde absolument tout ce qui sort quand ça concerne les super-héros. Mais je suis pas non plus à me ronger les ongles en attendant le 18, quoi. J'imagine. En tout cas, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Je t'ai posé 2-3 questions assez provocatrices, mais c'était surtout parce que je ne connaissais pas les réponses et que moi-même je me pose ces questions-là. Donc, si ça t'a un petit peu heurté, j'en suis désolé. Et sachez, spectateur, c'était provocateur de ma part et j'en suis désolé, mais c'était vraiment pour essayer de comprendre et pour nous amener comme ça sur un autre territoire où on pouvait discuter plus librement. En tout cas, ça a été réellement un plaisir et j'espère qu'on aura. Alors, je sais que tu fais beaucoup de live et d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est au détour d'un live et je me suis dit tiens, il faut absolument que je discute avec ce monsieur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et je crois que si un jour je fais un live uniquement sur un film qui est Shining, je t'inviterai pour en parler, mais la question c'est est-ce que tu retires le masque ou pas? Parce que là on n'est plus dans les Marvel. Ah non, le masque. T'as 2 heures pour réfléchir à ça. Mais avec grand plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup Guardian, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on se retrouvera chez moi ou chez toi comme on dit. Et bon courage à toi et bonne journée pour toutes celles et tous ceux qui nous ont regardés. À très vite et c'est parti pour le générique. Salut Guardian. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.